Hello, Salut, la forme? en forme, ouais. Je sors tout juste de l'entraînement. Ah, Gros. c'était quoi? C'était squat ce soir. By Ah, Jean-François Caron. Donc je t'avoue que c'est des grosses séances qui piquent un peu. du coup, là, c'est Jean-François Caron, là, ton prépa? Ouais, depuis la saison dernière, juste après qu'il se soit blessé à l'Arnold Strongman, Ouais. quelques semaines après, il avait mis une annonce comme quoi il avait des places qui se libéraient pour le coaching. Et du coup, bah, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Et, Bah euh, oui, tu m'étonnes. et voilà. J'avais toujours été un grand fan de lui depuis des années. Donc se faire coacher par Jean-François, je me suis dit bah go. Hein. Et puis, ça marche plutôt très bien puisque j'ai jamais été aussi fort, j'ai jamais autant progressé, donc je suis hyper content. Ah, bah, ça m'étonne pas. Bah, c'est aussi ce que dit Aurélien, tu vois, qui est coaché aussi par lui. Ouais, Il me disait la même chose. Il me disait que vraiment, il a jamais été aussi performant que depuis qu'il est coaché par Jean-François, hein, clairement. mais c'est vraiment hyper dur. Hein, faut le dire, hein, c'est très difficile. Ah, ça m'étonne pas. J'ai jamais réussi à finir une séance en entier pour l'instant. Alors ça Ouais. va faire bientôt un an que je suis coaché par lui. C'est tellement intense que tu vois là, j'ai pas réussi à faire les deux derniers exos à cause du temps. Ah merde, désolé. Mais aussi parce que j'ai plus de jambes en fait. J'arrive à Ouais, la bah oui. moitié du programme, je suis vraiment pas bien. Mais ça a l'air de porter ses fruits, donc voilà. C'est- Donc, let's go, quoi. Ouais. Et puis je suis pas prêt de changer. Je me dis de toute façon, tant que j'arrive pas à faire une semaine entière où je finis toutes les Ouais. séances, c'est que j'exploite pas à 100% la capacité. Puis il est hyper présent. Tu vois, on se voit une fois par semaine en visio. On fait le point sur toutes les séances. Il regarde la diète, les compléments alimentaires. Il change le programme s'il le faut. Il le change toutes les semaines s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui écris dans l'heure, il m'a répondu qu'il est hyper disponible et ça c'est vraiment du luxe quoi. Ah, même la diète, du coup, il s'occupe aussi de tout ce Ouais. côté-là de ta prépa. Ouais. Ah, la vache, ouais. Ouais. Les seules choses qu'il fait pas, c'est water cut. Donc Ouais. ça, je demande. Moi, j'ai mon protocole water cut, mais en plus, voilà, grâce au contact que je me suis fait au championnat du monde OSG, je me suis fait deux trois copains en moins de 80, des mecs plutôt bons comme Dean McVie par exemple. Et du coup, on échange beaucoup sur les protocoles water cut ensemble et c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas puisque bah, lui il est open donc il achète lui de water cut à faire. Ouais, c'est ça, lui, tant qu'il est Euh, performant, c'est bon, quoi. ouais, voilà. Donc, genre à perdre du poids, mais plutôt donc voilà. Donc, c'est vraiment la seule chose où il ne me suit pas pour l'instant. Ouais. N'hésite pas, à la limite, à rappeler aux gens ce qu'est un water cut. Je sais pas s'ils le savent tous. Du coup, à la limite, comme ça, pour qu'ils comprennent un petit peu, en gros, Euh, cette technique. Jean-François Caron, tu parles? Parce que ça a coupé, désolé. Bah non, non, juste le principe du water cut, s'il y en a qui connaissent pas Ah oui, forcément. Juste euh, rappeler ça, en gros. alors water cut, en gros, bon, c'est un terme un peu barbare pour dire qu'en gros, on va se déshydrater un maximum pour perdre du poids. Moi, à l'approche des compétitions, hors saison, je suis plutôt à 90-92 kilos. Et à l'approche des compétitions, je descends entre 85 et 87 kilos en faisant un petit peu plus attention à ce que je mange, sans forcément baisser les calories, pour vraiment rester le plus en forme. Et à 7-10 jours d'une compétition, donc j'ai un protocole en place où je vais jouer sur les glucides, je vais jouer sur le sodium, le potassium, l'apport en eau, il y a une phase Ouais. où je vais vraiment monter très haut en eau et après je vais couper. Et l'idée en gros, c'est vraiment de se décharger en glycogène. Donc quand on mange en fait, on va stocker beaucoup de sucre sous forme de glycogène dans les muscles. Ça pèse beaucoup. Donc on va jouer sur ça pour vraiment se décharger le glycogène dans les muscles.
On va perdre beaucoup de kilos. Et aussi en eau, puisque 1 gramme d'eau, ça stocke 2,7 grammes de glycogène. Donc en coupant l'eau et en coupant le glycogène, l'apport en sucre, on va perdre radicalement du poids. Mais c'est du poids qu'on va récupérer en une nuit, par exemple. Ouais. Je sais que moi, après la pesée, je reprends je, je peux reprendre entre 7 et 10 kilos facilement. Ouais. Voilà, donc c'est un protocole. Voilà, après chacun le sien, et puis on l'affine avec le temps, avec les années. Ça s'adapte aussi en fonction de la forme du jour. Les protocoles pour les moins de 105 ne sont pas du tout les mêmes que pour les moins de 80 ou les moins de 90. Et je ne parle même pas de la boxe ou du judo, etc. Ouais, Donc bien sûr. ça dépend vraiment des sports et des catégories, on adapte vraiment. Et il y a des gens, ils vont jouer avec le sel, d'autres pas du tout. Moi, par exemple, je ne joue pas sur le sel parce que ça ne marche pas avec moi. Il y a des gens qui vont jouer avec le potassium. Il y en a qui vont pas du tout décharger en glucides. Il y en a qui vont pas du tout. Ça dépend vraiment des gens. Ah, je t'entends plus du tout. Ouais, tu m'entends là? Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, Un donc petit peu. ça dépend vraiment des Ah, athlètes. ok. Ah, ça capte pas bien. Tu me dis quand Là, c'est ça a bon? l'air d'aller. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Le but, c'est de se déshydrater et de se décharger en glycogène pour perdre du poids radicalement. Et du coup, arriver à la pesée avec beaucoup moins de poids sur la balance. Et du coup, dans la nuit, tu reprends tous tes kilos perdus. Ah, c'est ça. Et toi, du coup, qui vient du monde du body, puisqu'on va te présenter un petit peu après quand même, on va te présenter toi, la ferme du Strong, etc. Et toi, du coup, qui vient du body avant une compétition, c'était un petit peu le même principe, du coup, le principe du sodium, potassium, etc. Alors toi, ça marchait déjà pas à l'époque, le principe du sodium sur les compètes, mais Ouais, c'était un petit peu le même principe pour que tu arrives à avoir un taux de sèche plus bas, ou alors c'est ouais. totalement différent pour vraiment juste avoir un poids en dessous. Alors en fait, il y a des similitudes. En body, on fait ce qu'on appelle plutôt un régime scandinave. C'est pas vraiment une water cut. Alors, ça se ressemble beaucoup, mais il y a quand même des différences parce que le but d'une water cut, c'est d'arriver au poids à la pesée. Euh, Si on n'est pas strié, on s'en fout royal. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas ça du tout. Alors qu'en body, le but, c'est vraiment d'arriver écorché, donc plus du tout de gras sous la peau, et on cherche à couper l'eau, mais pas juste le temps de la peser. On va couper l'eau aussi, en fait, toute la journée de compétition. Donc c'est un protocole qui est un peu différent, puisque le but de couper l'eau, c'est que la peau soit tellement fine qu'elle repose sur les muscles et au dernier moment, on va réinjecter un peu d'eau pour gonfler, avoir l'aspect hyper volumineux, tirer l'eau dans le muscle pour vraiment enfermer encore plus la peau. Et on va rajouter beaucoup de sel au dernier moment, voire même un peu d'alcool pour faire Ouais. ressortir les veines. Donc, il y a des similitudes puisqu'on va jouer un peu aussi sur décharger le glycogène, décharger l'eau, mais la finalité n'est pas la même. La finalité en body, c'est vraiment la peau la plus fine possible, le plus de veines possible et avoir un aspect volumineux. Alors qu'une water cut, on s'en fout royal de l'aspect esthétique. Le but, c'est juste d'arriver à la peser. Et dès qu'on a descendu de la pesée, moi, je me jette sur des bananes, du jus d'orange. Ouais, bien sûr. Je recharge le plus vite possible parce que le but, c'est d'avoir le plus d'énergie possible le lendemain, le jour de la compétition. Mhm. Alors qu'en body, je peux te promettre que le jour de la compétition, quand tu montes sur scène, c'est le moment de l'année où tu es le moins en forme, tu es éclaté, tu es crevé, tu as soif. Et c'est le moment où il faut vraiment pas venir te parler d'autre chose, quoi. Parce que t'es Ah, pas bien bien, sûr. en fait. Tu es à la limite de. Quand tu es vraiment sec, tu es à la limite de t'évanouir à tout moment. Tu penses qu'à ça, mais tu es crevé, quoi. Ah, c'est sûr. Bah, je le sais un petit peu parce que j'avais coaché une athlète pour Colmar à l'époque en bikini, donc c'est pas non plus du Ouais, body, mais il fallait qu'elle ait un taux de sèche assez bas parce que de base elle avait une morpho, elle venait d'Argentine, donc forcément elle avait une morpho qui était compliquée pour le bikini parce que bah hanches larges, etc. Enfin tu ouais. vois, c'était plus un physique wellness que Ouais, ce que bikini. j'allais dire, ouais, peut-être plus wellness, ouais. C'est ça exactement. C'était plus wellness de base. On était parti sur wellness. À la fin, elle m'a dit bah on change, on va plutôt partir sur bikini. Donc là il y a eu un gros travail à refaire.
Et effectivement, le jour J, comme tu dis, c'est là où t'es vraiment, c'est exactement ça, c'est là où t'es vraiment le moins en forme. En plus, t'es tanné, t'as Ouais. chaud et tout. Enfin, Ouais. Ah, et c'est puis le pire, incroyable. c'est quand tu montes sur scène et que tu te tapes les phares dans la gueule, la bouffée de chaleur Ouais, là, combien t'as d'athlètes qui s'évanouissent à ce moment-là, quoi. C'est c'est vrai que ouais, j'avais vu ça aussi en vidéo. J'avais déjà vu ça, ouais, c'est vrai. Bah écoute, parce que là du coup on a sauté un petit peu ouais, les étapes et tout, mais je vais te laisser te présenter un petit peu parce que du coup comme les gens voient, bah tu t'y connais énormément en body, c'est pas pour rien. Donc justement c'est pour ça, tu vas aussi un petit peu te présenter la ferme du Strong, donc pourquoi le nom, pourquoi ce nom de la ferme du ouais. Strong, et expliquer un petit peu aux gens bah, d'où tu viens et qui tu es. Donc vas-y, je te laisse un petit peu Alors, te présenter. du coup, moi, je viens à la base du body. J'ai commencé le bodybuilding enfin, j'ai commencé la musculation à 14 ans parce qu'au départ, je voulais être pompier. Et Mhm. j'étais tout fin, tout maigre et j'étais rentré dans une école de jeunes sapeurs-pompiers à l'époque à Tonins. Et du coup, j'avais besoin de me renforcer un peu parce qu'il y avait l'épreuve de la planche pour ceux qui sont pompiers ou qui veulent être pompiers. C'est une planche qui est, je sais plus à quelle hauteur elle est exactement, mais en gros, il faut sauter, l'attraper à deux mains et passer sur la planche avec ce qu'on appelle l'aérie, donc la fameuse bouteille d'air comprimé. Tout le monde dit oxygène, mais c'est pas de l'oxygène qu'il y a dedans, sinon t'es pas bien. Donc c'est de l'air, puis le cuir, le casque, etc. Et donc j'y arrivais pas, donc il fallait que je me renforce. Puis j'ai pris le virus, et puis après l'école de jeunes sapeurs-pompiers, pompiers volontaires, etc. Et puis après, j'ai pas arrêté. Et puis j'ai fait du coup 10 ans de musculation sans vraiment d'objectif. Et un jour, je me suis dit, allez, vas-y, j'ai passé mon BPGEPS. Et je me suis dit, cette année-là, vas-y à fond. Et puis, fais une compète de body pour voir. Et puis, j'ai pris goût à ça. J'ai fait du coup 50 compétitions. J'ai fait une Ouais, trentaine de compétitions en 5 ans. Jusqu'à arriver en 2018 à faire Elvis Prague et Olympia Amateur Angleterre, où j'ai fait 6e et 10e. Voilà. Et puis après, j'ai arrêté le bodybuilding. J'ai même arrêté le sport complètement pendant 2 ans. Et puis arrivé en 2020, j'avais vraiment besoin de reprendre. C'était à l'époque du Covid, confinement, tout ça. Donc ouais. je me suis racheté des barres dans ma cave. Et puis mais j'avais pas envie de reprendre par le bodybuilding. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça. Et puis en fait, j'avais toujours été passionné par les hommes forts. Mais je me suis dit, c'était pas accessible pour moi parce que 1m60, comment faire les gars, ils font tous 2 mètres, 200 kilos. Et c'est là où en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des catégories de poids. Et parce qu'à la télé, t'as pas de catégorie de poids, hein, c'est open, point. Ouais, bien sûr. Donc en fouinant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des catégories de poids. Donc je me suis rapproché d'une fédération à ce moment-là. Et puis pas très loin de chez moi, il y avait un athlète open. Il m'a dit, viens, on va faire des essais. Et puis finalement, ça m'a plu. Je me suis lancé comme ça sur une compétition, sur un coup de tête. Et c'est là où j'ai rencontré Marine. Et ma première compétition, c'était aussi sa première compétition. Et puis D'accord. là, voilà, on s'est rencontrés. Et puis depuis on est ensemble. Et du coup, de fil en aiguille, après, j'ai testé d'autres fédérations, d'autres compétitions. Et puis ça allait très vite. Et puis finalement, on s'est installé ensemble. On a acheté une maison, une ferme. Et Marine, elle est passionnée par les animaux. Et vraiment, c'est son truc à elle, les animaux. Et donc, on s'est dit comment lier les deux, en fait. Lier le strong, notre passion commune, et les animaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle la Ferme du Strong. La ferme, pourquoi parce qu'on a une ferme et qu'on fait du sauvetage animalier. Et le strong parce que on fait aussi des spectacles. Alors, tout le monde l'a peut-être pas vu, mais en fait on fait des spectacles des fois l'été pour présenter le strongman, etc. Et avec les fonds qu'on récolte, on récupère des animaux, on les sauve et puis on leur offre une nouvelle vie chez nous, donc à la ferme qu'on a acheté. D'accord. Voilà. Ah, donc effectivement, c'est vraiment parti d'une passion commune. En Ouais, gros, ouais. vous avez vraiment réussi à mettre tout ça ensemble. Ouais, c'est chouette.
Bah, l'idée, en fait, c'est le but de l'assaut, c'est vraiment de deux missions. La première, c'est le sauvetage animalier, avec tout ce qu'on peut, différents animaux. On a récupéré un cochon qui était maltraité, qui était errant dans Lyon, une chèvre qui aurait dû aller à l'abattoir, des vaches qui étaient complètement dans un état déplorable, complètement dénutries, abandonnées par leur mère, malades, etc. Et en même temps valoriser le strong en France. Le but de l'association, c'est aussi de façon indépendante, et j'insiste bien là-dessus, vraiment indépendante, euh, de développer le strongman en France pour tout le monde et que n'importe qui puisse y trouver son compte, que ce soit en loisir ou en compétition. Donc Hmm. voilà, et puis aussi bah, faire découvrir notre sport autrement que par les compétitions, parce que le strong, c'est pas que les compétitions. C'est pour ça aussi qu'on fait des spectacles l'été où on va se produire dans des festivals et ça permet de montrer aux gens que bah, en fait tout le monde peut le pratiquer. Et, euh, et voilà. Ok. Et du coup, par exemple, si les gens veulent vous aider sur cette assos pour aider les animaux, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, pour vous aider? Alors bah plusieurs choses. Déjà, on a monté aussi du coup une école de strongman à Chalon-sur-Saône. Donc c'est associatif encore une fois, c'est une salle qu'on partage avec le club d'haltérophilie et de musculation à Chalon-sur-Saône. Mhm. Donc là, bah, si les gens ne sont pas loin, adhérez au club, venez, vous pratiquez, vous découvrez, ça c'est une façon de nous aider. Participez à tous les événements qu'on organise, donc les compétitions, les séminaires de Strong. Mais là, du coup, bah, venir voir, pratiquer, essayer, etc. Que ce soit en tant que compétiteur, mais aussi bah, en tant que spectateur. Parce que bah, acheter une petite bouteille ou un Mars ou une barre protéinée sur nos événements, c'est aussi un moyen de nous aider. Ou sinon, bah, en fait, on a aussi donc un compte Hello Asso. Et là, les gens peuvent aller simplement sur le compte Hello Asso et faire un don à l'association. Et là, du Ok. coup, bah, vous devenez parrain de l'association. Et ça permet d'aider bah, pour les soins vétos. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand on récupère des animaux, euh, très souvent, ils sont dans un état pas ouf. Donc les soins vétos, ça coûte très 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 cher. Et des fois, rien que pour les remettre, bah, on va dire un peu en état, les animaux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, des fois ils sont dans un état déplorable. Ouais. Bah, du coup, on peut sortir des sommes qui sont assez folles en soins vétos. Quoi. Et du coup, comme tu disais, toi, en fait, ça peut être, enfin, vous, ça peut être un peu tous les animaux que vous pouvez récupérer ou c'est vraiment spécifique? Est-ce qu'il y a des lois en France ou je sais pas trop, Non, non, comment nous, ça se passe? on récupère à peu près tous les animaux. Là, on a des chevaux, on a des vaches, moutons, cochons, chèvres, on a des poules, lapins. En fait, un animal qui est en détresse, on nous contacte. Hmm. Si nous, on peut l'accueillir, on l'accueille. Si on peut pas, bah, on va à ce moment-là renvoyer vers d'autres associations ou la SPA du coin qui, eux, peuvent les accueillir. Après, on est plus sur des animaux de ferme, mais si demain on nous amène un chien qui est complètement dénutri, battu, etc., évidemment qu'on va le prendre. On va pas Ouais, non bien plus. sûr. Voilà. S'il y a des urgences, on prend et après on se débrouille. Mais après, pour le bien de l'animal, on réorientera vers une structure qui est plus adaptée si c'est pas nous. D'accord. Et là, du coup, tu comptes à peu près combien d'animaux là? Là, on en a plus d'une vingtaine, je te dirais, Ah, de donc t'as tête. quand même, Ouais. t'as quand même pas mal de place vraiment pour pouvoir en accueillir encore. Donc s'il y a vraiment des problèmes, les gens peuvent vraiment encore vous contacter pour. Alors là, on est saturé, mais Ouais. s'il y a une urgence, on prend et après on se débrouille. Hmm. Par D'accord. exemple, là, on a dû accueillir il y a quelques semaines un autre cochon. Nous, on n'avait plus la place. Parce que c'est pareil, si on accueille trop d'animaux, après, c'est pas bon pour eux non plus. Ils n'ont pas la Ouais, bien place, sûr. etc. Donc, l'objectif, c'est toujours le bien de l'animal en premier. Si on se rend compte que finalement, bah, accueillir un animal de plus, on ne pourra pas le nourrir, on ne pourra pas s'en occuper, on va le prendre dans l'urgence et après, on va trouver des gens. Donc là, on a un cochon qu'on a recueilli dans la nuit. On nous a appelé en pleine nuit. C'était soit en fait on le recueille, soit le gars,
sait pas trop ce qu'il allait en faire. Donc on l'a pris en urgence et après on a trouvé une famille d'accueil qui s'en occupe super bien. Ils sont adorables avec eux, avec lui et du coup là, normalement on va passer à la castration bientôt et puis après on verra qui pourra l'accueillir définitivement. Soit sa famille d'accueil le garde définitivement, soit on trouvera quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Si on peut, si on peut, les animaux, on essaie toujours de les replacer plus tard. Nous, on n'est pas une solution définitive. Oui. L'objectif, c'est de les soigner, être sûr qu'ils vont bien, et si ils sont pas trop psychologiquement atteints, puisque contrairement à ce que les gens pensent, les animaux ont des sentiments, et qu'ils peuvent être replacés, on les replace. Si après on voit que l'animal il a été vraiment trop maltraité et qu'il risque d'être dangereux, Marine elle a les compétences pour pouvoir faire prendre en charge et garder l'animal. Mais nous l'objectif c'est quand même de les replacer et de trouver une famille aimante qui saura bien s'en occuper et qui pourra euh, bah, lui offrir une belle vie quoi. Hmm. D'accord. Ouais, effectivement, ouais, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Mais vous arrivez quand même niveau temps, ça le fait avec parce que vous avez sûrement du travail aussi à côté, enfin Ouais. d'autres boulots tous les deux. Donc forcément, ça vous fait en gros le taf à côté, le taf à la ferme, plus les entraînements, plus enfin c'est beaucoup de boulot justement. Ouais, il y a beaucoup de travail. Marine est plus présente sur la partie animale. Hmm. Moi, je suis plus sur la partie strong. Mais oui, nous, quand la journée de boulot s'arrête, on en a une deuxième qui commence à la maison. Ça, Ouais, c'est c'est ça. oui. S'occuper d'une vingtaine de bêtes, c'est un boulot à temps plein. Faut, parce que, encore une fois, nous, l'objectif, c'est le bien-être animal. Si Hmm. on recueille un animal, mais qu'on le met dans un parc et on lui jette la nourriture par-dessus, non, c'est pas ça le Ah but. non, bien sûr. C'est on y va, on lui donne à manger, on passe du temps avec lui, on regarde si tout va bien, on le sculpte. Faut être hyper attentif. Hmm, hmm. Un truc tout bête, mais un gonflement au niveau du cou, au niveau de la mâchoire ou au niveau de l'estomac, si c'est pas traité à temps, ça peut être hyper dramatique, aller jusqu'à la mort de l'animal. Donc du coup, faut être vraiment vigilant et prendre le temps chaque jour de pour chaque animal et être sûr que tout va bien, parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous. Donc Ouais. ils s'expriment différemment et il faut être vigilant. Voilà, il faut être super vigilant. Mais sur ça, Marine, elle est hyper qualifiée. Ouais. Et je vais pas le mentir, elle voit des trucs que je vois pas. Voilà, elle est vraiment très douée pour ça. Ok. Eh ben, écoute, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Mais du coup, on va revenir un petit peu plus sur le strong. Ouais, Parce que du coup, tu me parlais donc de ton école de strong. ouais. Et comment ça se passe, par exemple, pour les inscriptions? T'as combien de personnes dans cette école, au niveau des entraînements, etc., de la mise en place? Comment ça se déroule tout ça? Alors du coup, donc c'est 100% associatif. Pour l'instant, on a 3 créneaux par semaine. Mhm. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc sur le club, c'est à Chalon-sur-Saône, en plein centre-ville. On a une belle surface. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir sur notre Instagram. On filme très régulièrement les entraînements, comme ça. C'est une salle très old school. Donc nous, c'est vraiment notre esprit. On y va vraiment à la dure. Euh, donc moi, je suis présent tous les lundis et les vendredis. Marine est présente sur le lundi, mercredi, vendredi. Les inscriptions, c'est très simple. Vous venez, vous avez généralement 1 ou 2 séances d'essai. Et puis après, si ça vous plaît, vous vous inscrivez. C'est au prorata de l'année, donc c'est 10 euros par mois. Donc là, Ouais. c'est de septembre à août. Donc là, on est en avril, donc avril, mai, juin, juillet, août. Donc là, il reste 50 euros à régler pour ceux qui veulent s'inscrire maintenant. Et après, du coup, on fait vraiment du sur-mesure. Chaque personne a son programme en fonction de ses objectifs, si c'est des compétiteurs ou si c'est du loisir. Et ça va, le plus jeune a 15 ans et le plus vieux a 70 ans. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. Et, euh, et on a vraiment de tous les univers. On a des power, on a des haltérophiles, on a un gars qui fait du béour. Ouais. Il y en a qui font pas du tout de compétition, c'est juste pour eux. Et en même temps, il y a nous qui faisons des compétitions à haut niveau. Donc, voilà. Et on a aussi donc un handisport qui vient.
Et donc voilà. Ok, mais du coup, justement, ouais, tu m'en parlais avant le live, on en discutait un petit peu par message, mais tu me parlais de la prépa physique, justement, liée au strong que tu as amené pour des sports Ouais. totalement différents, hors strong. Donc, est-ce que ça, tu peux nous en parler justement un petit peu de comment tu mets ça en place, en gros, pour des gens qui pourraient être intéressés ou quoi? Bah, en fait, moi à la base, donc je suis coach sportif. J'ai fait de la préparation physique pour plein de sports, pas que le body ou le power ou le strong. J'ai essayé vraiment de mettre en place une méthode où j'utilise la musculation, le powerlifting, l'haltérophilie et le strong Mhm. pour préparer des gens à d'autres sports. Ouais, Et donc, par exemple, je vais prendre le cas du gars qui fait du béour. Lui, il a besoin d'être endurant, de supporter une armure qui font des fois jusqu'à 30, 40, 50 kilos, mais de garder la patate jusqu'à la fin du round. Parce que si à un moment il ne peut plus lever les bras, il est mort. Donc j'essaie de piocher un petit peu dans tout. Et donc par exemple pour lui, je lui fais faire beaucoup de yoke, je lui fais faire beaucoup de hammer hold pour pouvoir être ouais, capable de supporter l'armure et de pouvoir tenir une épée à bout de bras pendant plusieurs minutes et de pouvoir continuer à taper. Donc voilà, j'essaie vraiment de piocher dans les éléments du strong, mais plus dans un objectif de préparation physique. Et chaque exercice tirer avantage des capacités physiques que peuvent développer l'athlète pour chaque exercice. Donc, ouais. et je mêle tout ça. Et du coup, les gars ne viennent pas forcément faire du strong pour faire de la compète, mais viennent faire du strong pour leur sport. Ah, ça m'étonne pas du tout. Je l'utilise énormément aussi en salle, hein, le matos de strong pour de la prépa qui a rien à voir avec le strong. Ouais, Et effectivement, ça marche super bien. Le travail de farmer, par exemple, c'est incroyable. Comme tu disais, un travail de yoke en suspension. Alors moi, j'ai pas de yoke, du coup, forcément en salle là où je suis, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Mais tu vois, par exemple, juste une barre avec des élastiques de chaque côté. Enfin voilà, ça, il y a un ouais. travail énorme sur tous les stabilisateurs, etc. C'est très spécifique, mais en même temps, on peut l'adapter à plein de choses, quoi. Donc, Ouais. Par exemple, tu prends un lutteur, tu lui fais faire du sandbag sur ben oui. l'épaule. Tu prends un catcheur, tu lui fais faire du log. Après, quand il va devoir lever et puis faire une souplesse arrière, ça va être facile. Ah, Les c'est clair. powerlifters, tu leur fais faire des Dilly Stone, du duck walk en statique ou des farmers en statique. Pour ceux qui ont du mal à garder la Ouais, barre sur le grip, c'est sur le ça. grip, c'est Mhm. merveilleux. Voilà, par exemple, j'ai mon plus jeune au club, il a 15 ans, il fait du power. Il a un problème au squat, c'est pas la force, c'est le gainage. Je lui fais Ouais. faire du yoke en déplacement Ouais, dans carrément. sa prépa physique et du coup, après quand il va sur sa barre, on voit déjà les résultats. C'est super. Je lui fais faire aussi du log. Pourquoi? Mais pareil, je vais faire du log en incliné pour Mhm. travailler son développé couché. Et du coup, pareil, les stabilisateurs au niveau des épaules, le gainage, etc., ça marche Ouais. super bien. Donc, voir le strong comme étant un élément de préparation physique, c'est aussi une autre approche. Et je fais aussi du strong loisir. Par exemple, j'ai Yves, 70 ans, il ne fait pas de compétition, lui fait du strong pour le plaisir, c'est un ancien haltérophile. Depuis qu'il fait ça, il a énormément progressé sur les épreuves. Il fait du squat à plus de 100 kg, il fait du yoke et du squat statique à plus de 200 kg. Il est hyper fort. Et j'aime pas dire pour son âge, il est hyper fort tout court. Ouais, bien Moi, sûr. quand tu fais des farmers à 80-90 kg, pour des strongmen en Mhm. compétition, ils vont pas trouver ça impressionnant, mais pour le commun des mortels, des farmers à 70-80 kg, c'est énorme. Du squat Ouais, à c'est 100 clair. kg, c'est énorme. Donc voilà. Et il progresse tout- tous les mois alors qu'il a 70 ans. Donc on peut Mhm. vraiment progresser à n'importe quel âge. Et souvent on me demande à quel âge. Ouais, mais j'ai 40 ans, c'est trop tard. Non, à n'importe quel âge, si tu t'impliques, tu peux progresser. Il a 70 ans et il progresse tous les mois, toutes les semaines. Donc, euh, donc ça marche très bien. Ah, puis moi personnellement, tu vois, je vais prendre mon cas, mais j'ai jamais trouvé un sport qui travaille de façon aussi complète que le strong.
dans le sens où, par exemple, tu vois, moi je viens aussi du power de base. Alors j'étais plus jeune, etc. Mais je passais pas de barre au-dessus de 200 kilos, par exemple, tu vois, quand je faisais du power. Je passais pas de barre au-dessus de 200 kilos. Je me suis mis au strong, donc j'ai fait beaucoup moins de squats. Et j'ai eu un travail de stabilité, etc., un travail de gainage que j'avais pas justement quand je faisais que du power, parce que c'était trop restreint sur 3 mouvements, voilà, spécifiques. C'était beaucoup trop restreint. J'ai fait du strong et maintenant je passe des barres à plus de 200, tu vois. Et chose que je faisais pas quand je faisais que du power. Donc c'est comme tu dis, c'est vraiment adaptable et tu peux le mettre dans plein de prépas spécifiques, que ça soit comme tu dis pour des power, du béour, de la lutte, enfin peu importe. Mais c'est vraiment pour les gens qui connaissent pas le strong. Bah déjà, s'il y en a qui sont proches de là où tu es, bah qu'ils aillent directement te voir Ouais, pour vraiment apprendre dans ton école. Parce que je sais pas là qui a sur le live ou quoi, ou qui va voir la vidéo une fois qu'on va la remettre sur YouTube. Mais voilà, pour que les gens vraiment se rendent compte, tester le strong, alors que ça soit de ton côté à ton école, que ça soit sur des séminaires que vont organiser par exemple Aurélien, ou toi aussi des séminaires que ouais, tu as bien sûr. organisés avec Ben. Enfin voilà, c'est peu importe, mais tester ou même faites des compètes en amateur. Après, c'est mieux d'avoir testé le matos avant de faire des compètes en amateur, mais forcément, vraiment déjà aller voir des compètes, etc., pour vous rendre compte vraiment de ce que c'est. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper complet et qui est Ouais, accessible en fait. Alors oui, évidemment, après il va y avoir des grands champions et puis il va y avoir les autres. ouais, mais comme dans tous les sports. Exactement, c'est ce que j'allais Ouais, dire, mais comme dans tous les sports. Et du coup, en fait, juste déjà de pratiquer et de tester justement, de tester un petit peu tous ces exos-là, ça vous fait vraiment changer votre vision du sport et ça n'a rien à voir, quoi. ouais. Moi, je trouve que c'est un sport qui est extrêmement complet parce que déjà, tous les mouvements sont fonctionnels. C'est du vrai fonctionnel. Mais oui. J'insiste sur ça et je ne lancerai pas de polémique. Mais c'est du vrai fonctionnel. Ça stimule absolument toutes les filières énergétiques. Parce que Mhm. quand tu fais par exemple un max distance au yoke ou au farmer, tu es sur de l'endurance. Ah Quand oui. tu fais un medley par exemple yoke et tu reviens avec un sac de sable, tu es sur d'autres filières énergétiques. Quand tu fais du max, tu es sur d'autres filières énergétiques. Donc tu stimules absolument toutes les filières énergétiques avec ce sport. Il n'y a pas un mouvement qui ne sollicite pas l'ensemble des groupes musculaires. Ah, c'est clair. Donc c'est hyper complet. Euh, et, euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est aussi hyper varié. Euh, Ouais. Il y a pas, je connais pas de sport qui a de mouvements aussi différents. Et en plus, comme le strong est en évolution, en perpétuelle évolution, on invente des épreuves constamment. Donc tu dois constamment t'adapter. N'en déplaise à certains, quand tu vas à l'international, des fois tu découvres les épreuves 5 minutes avant de passer. Ça arrive. Et des fois, t'as pas forcément, même quand tu les connais à l'avance, t'as pas forcément tous les éléments. Des fois, on te dit, bah, Mhm. ce sera de l'axe, mais tu sais pas si c'est du max de reps, si c'est du max pur, si c'est dans un mêlée, t'en sais rien. Il y aura du max, et puis il y aura de l'axe, et puis peut-être un peu, et peut-être du bloc. Puis en final, t'arrives le jour J, c'est du log. Bon. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, donc en fait, ça t'oblige à être hyper complet, ça t'oblige à travailler tout le temps. Et comme me dit tout le temps Jean-François, un bon strongman ne travaille jamais ses points forts, il travaille toujours ses points faibles. Mhm. Donc, ça t'oblige à être vraiment le plus complet possible, à essayer d'avoir un niveau, en tout cas de combler, pour essayer d'avoir un niveau homogène. Donc, ça fait de toi un athlète qui est vraiment complet. Et c'est pas que de la force. Voilà, j'insiste Non, non, c'est là-dessus. clair. C'est clair. Et si tu le fais pas en compétition, c'est que des mouvements qui sont quand même assez proches des mouvements du quotidien. Ramasser quelque chose Mhm. au sol, se déplacer avec quelque chose dans les mains ou sur les épaules, lever quelque chose au-dessus de la tête. Tu n'es pas obligé de faire du strong pour être le plus fort et soulever le plus lourd. Tu peux aussi faire du strong avec des charges adaptées au quotidien et sans forcément aller toujours chercher à t'exploser la gueule euh, et, à, euh, et à saigner du nez parce que tu tapes un PR plus 120, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, si c'est fait en loisir, je pense sincèrement que c'est un des sports les plus les meilleurs pour la santé en fait. Et là où tu Ouais. vas pouvoir t'entretenir le plus. Et puis il y a un côté challenge aussi, à essayer de tester des nouvelles choses. Il y a aussi un côté hyper ludique.
à dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire quoi? Et puis, hop, tu fais ta séance au dernier moment. Alors, encore une fois, si tu n'es pas en compétition, si tu as des objectifs de compétition, non. Tu as un bloc à Oui, bien prévoir, tu sûr. ne Il pas y a une voir. prépa Mais si tu es en spécifique, mais loisir, tu peux te dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire du sac, j'ai envie de faire du hog farmer. Oh, puis finalement, au dernier moment, tu dois aller faire du sac. Oh, bah non, tiens, j'ai envie de faire des stones. C'est pas grave. Parce que comme, peu importe le mouvement que tu fais, tu vas tout solliciter. En fin de compte, peu importe ce que tu fais, tu peux t'amuser tous les jours à faire quelque chose de différent. Tu vas travailler toutes tes filières et tous tes groupes musculaires. Mhm. Ah, mais c'est clair. C'est clair que c'est moi, tu vois, par exemple, c'était un truc que je me rendais compte quand je faisais des déménagements ou des trucs comme ça. T'avais beau être musclé ou quoi, faire un petit peu de muscu par rapport aux autres, tout ça. En fait, tu fais des déménagements, tu sais pas comment attraper les trucs quand il y a zéro prise. Tu sais pas, tu vois, même en venant du power, parce qu'en fait, le power, tu vas être fort sur une trajectoire précise. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que tu vas être fort sur une seule trajectoire, donc qui correspond à celle de ton squat, à celle de ton deadlift et celle de ton bench. Mais en gros, dès que tu sors de cette trajectoire-là, ça n'a plus rien à voir en fait, t'es complètement à la ramasse. C'est un peu comme si qu'on mettait un boxeur par terre et lui dire tiens tu fais de la lutte. Bah tu vois c'est un petit peu ça. Et du coup en fait bah, quand j'ai été chez Aurélien d'ailleurs qui vient de nous dire salut les hobbits. Et du coup en gros j'ai vraiment découvert le strong chez lui en 2021 du coup sur un séminaire et ça n'a rien à voir quoi. Tu te dis tu redescends de plusieurs étages, tu te dis wow la vache, tu te dis ouais effectivement ça n'a rien à voir. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que soit tu te dis ah ouais non c'est pas fait pour moi, ou soit tu te dis bah j'ai tout à apprendre en fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de se dire mais putain t'as beau avoir fait du sport de force depuis 10 ans, il y a des pratiques où tu es au niveau de zéro. Et c'est là où tu te dis mais Ouais. go en fait, c'est le but c'est de te dire bah j'apprends et je vais me développer là-dessus. Et, euh, et c'est génial, c'est vraiment génial. C'est comme tu dis, je connais pas non plus de sport aussi complet, quoi. Bah, en fait, après, il faut pas non plus négliger le power et l'altéro. Tu vois, nous, c'est Ah pour ça non, non, qu'on non, non, on non. a une grosse base de power et une grosse base d'altéro. Parce que, quoi qu'il arrive, à catégorie équivalente et à niveau équivalent, tu prends un moins de 83 en power niveau mondial, sur les trois mouvements, m'explose la gueule. Bien sûr, c'est Mais, normal, oui, mais oui. le problème, c'est que donc, moi, je trouve ça super intéressant, mais tu le mets, ce même power, tu le mets dehors sur des graviers à faire son squat, c'est C'est perdu. ça. Et tu lui dis, bah, tiens, en fait, ta barre, avant de faire ton squat, tu vas la prendre, tu vas la déraquer, tu vas faire 5 mètres et après tu fais ton squat, il est perdu. Donc, c'est des mecs qui sont ultra spécifiques et sur leur Bah oui. discipline, ils sont imbattables. Mais dès que tu Mm, vas mm. changer un paramètre, C'est n'importe ça, lequel, exactement. C'est ça que je voulais dire. c'est terminé. Euh, et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que, quoi qu'il arrive, un strong aura, quoi qu'il arrive, un bon niveau en power et un bon niveau en altéro. Euh, mais même si on ne sera jamais au niveau d'un power sur les trois mouvements, mais par contre, tu prends n'importe quel athlète de force, de power et d'altéro, tu lui mets une dumbbell, tu lui mets une atlas, tu lui mets des farmers, un yoke, n'importe quoi de chez nous, Mm, il ne mm. pourra pas se débrouiller. Et c'est pour ça que je pense qu'on est beaucoup plus complet, même si on est moins excellent sur les mouvements de base. Ouais, ouais, tout à fait. On a Mais quelques questions là. ouais, Alors du coup, on a Wondercat qui nous dit bonsoir les garçons, c'est un beau projet. Il y a du boulot pour faire reconnaître une discipline. Et elle sait très bien de quoi elle parle, parce qu'elle c'est totalement différent au niveau de la discipline, mais elle et du coup et son conjoint, ils essayent de développer en fait le catch. ouais, Donc du coup, c'est une école qui est sur Lillebonne, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner aussi là-dessus, parce que c'est hyper intéressant. C'est une discipline qui mérite aussi d'être connue. Donc le catch, n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner. ouais, bah, je suis copain avec un gars du catch, elle doit connaître, c'est Peter Fischer, que je connais bien. Ah bah j'ai fait un live avec lui il y a, Ouais, il y a 3 mois, je crois. ouais, ouais, donc lui est sur Épinal, enfin Remiremont exactement. Il a une boutique de nutrition Hum. sportive et il est en train de développer un autre projet. Je sais pas si je peux le dire, donc je ne vais pas trop en dire. Ouais, c'est un gars dans le catch, en tout cas le catch français, qui pèse lourd.
Et en fait, c'est Ah, assez marrant parce que le carrément. catch, on a les mêmes problématiques. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a une personne il n'y a pas longtemps qui m'a demandé mais pourquoi on n'est pas affilié à la Fédé de force. La première raison, c'est qu'en fait, le strong, comme le catch, ce n'est pas un système fédéral. Ah ouais. On est sur un système de société privée à l'international, comme le catch, comme la boxe. Et donc, si le strong français s'affilie un jour à la fédération de force, c'est la mort du strongman français. Hmm. Parce qu'une fois que tu auras fini le niveau national, tu iras nulle part. Parce que déjà, va expliquer à une fédération qu'à l'international, c'est des sociétés privées, qu'il y a 5 fédérations, enfin 5 organisations différentes à l'international et qu'on a le droit d'aller n'importe où, ça, une fédération ne le comprendra pas et Ouais, elle bien n'arrivera pas sûr. en fait à s'adapter. Donc déjà pour ça. Et ensuite pour un autre sujet qui est compliqué à aborder, mais c'est un sport qui a besoin de beaucoup de fruits. Et ça, pour une fédération accréditée d'État ministérielle, c'est compliqué à gérer ça. Donc Ouais, du bien sûr. coup, on peut pas, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on reste vraiment un système indépendant où il y a plusieurs acteurs en France, qu'il y en ait plusieurs ou un en fait, peu importe, mais que ça reste indépendant et qu'après le niveau national, du coup, ça laisse la possibilité à tous les athlètes de pouvoir aller où il veut aller à OSG, il va à OSG. Il veut aller à Ultimate, il va à Ultimate. Mhm. Tu vois, c'est Bruno qui gère Ultimate en France. La FF Strong gère aussi tout ça. C'est très bien, en fait. Après, il y a Strongman Champions League, il y a Strongman Corporation, il y a OSG. Maintenant, il y a la Pro Strongman League. C'est très bien, en fait, et ça permet d'avoir à l'international une multitude de possibilités, comme dans d'autres sports. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et je pense que le strongman en France doit rester indépendant. Ouais, ok. On a Après, c'est mon avis à d'autres moi, hein. questions. Bah non, non, mais je suis assez d'accord aussi, hein. Je suis assez d'accord. Il y a Amy, salut Amy, qui nous dit quand est-ce que tu viens sur Cherbourg pour une session? Alors, Cherbourg, pourquoi pas. Je serais super content d'aller sur Cherbourg pour une session. Surtout que j'ai de la famille là-bas, à Tour-la-Ville exactement. Donc, mais c'est très loin de chez moi. Donc si je me Ouais, déplace, c'est pour un gros week-end. Il me faut quelqu'un là-bas que je puisse déléguer une partie de la gestion de l'événement. Et il faut qu'il y ait au moins 20 personnes. Je ne peux pas me déplacer pour moins. Que au moins j'amortisse le prix le déplacement, le logement. Bon, le logement c'est bon, j'ai de la famille, ça ira. Mais au moins le déplacement, quoi. ouais, Le bien camion, sûr. l'essence. euh, et puis aussi, du coup, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, on a des animaux. Donc il me faut une nounou qui s'occupe de mes animaux. Donc ça demande beaucoup de logistique de partir un week-end. Ça demande un peu d'argent. Donc Ouais, je suis hyper open à faire des séminaires ou des compétitions ou n'importe quoi. Mais il faut que je puisse au moins rentrer dans mes frais. Donc trouvez-moi 15-20 personnes qui sont prêtes à se réunir. Et honnêtement, on organise ce que vous voulez. ouais, bien sûr. Logique. Elle a une deuxième question aussi, elle nous dit c'est combien de pourcents de technique et combien de force pour faire du strong? J'espère que ma question est compréhensible. Alors, le strong, c'est hyper technique. Contrairement, encore une fois, à ce que certains peuvent penser, si tu n'as pas de technique, tu lèveras rien. Un log, Mhm. si tu n'as pas de technique, ça bouge pas. Une stone, C'est si tu n'as clair. pas de technique, ça reste par terre. Donc, c'est extrêmement technique. Mais je dirais qu'il ne faut pas trop le voir en pourcentage. Ce que je dirais, c'est tu débutes, tu auras une certaine technique, cherche à l'améliorer petit à petit, avec des tips, avec des séminaires, avec un peu de coaching, etc. Et au fur et à mesure du temps, la technique va venir et la force va venir avec. En fait, les deux sont liés.
plus tu vas progresser techniquement, plus tu vas mettre de la charge, et du coup, la charge va t'aider à développer de la force, etc. Euh, je te dirais qu'en fait, il faut que tu t'impliques à 100% dans la technique, et ta force viendra avec le temps, en fait. C'est ce que j'ai un peu à mon petit jeune en power, où il veut absolument brûler les étapes et aller à fond, à fond, à fond, à fond. Je veux mettre 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Non. Ah, concentre-toi sur ta technique, cherche à améliorer ta technique, ne brûle pas les étapes. La technique, c'est le système nerveux. Ton système nerveux doit imprégner un schéma moteur, ça prend du temps. Et en améliorant ta technique et en pratiquant, ton corps aussi va s'adapter. Parce que le problème du strong, c'est que c'est quand même traumatisant. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein. Il faut traumatiser le corps pour qu'il s'adapte et qu'il progresse et qu'il évolue. Mais si tu brûles les étapes, tu vas mettre tes charges que ton corps ne peut pas forcément encaisser. Et c'est là où peut arriver les blessures. Donc, du temps, de la technique, de la patience. Et au bout d'un moment, la force va venir avec. Et tu seras peut-être même Ouais, surpris de la vitesse à laquelle ça arrive. Alors que si tu brûles les étapes, c'est la blessure. la blessure, et du coup, si tu veux être fort, la pire chose qui peut t'arriver, c'est la blessure. C'est clair, c'est clair. Et justement, tu me disais aussi, donc, parce que là, je vois que, alors, je sais pas si je prononce mal ton nom, Simon, je sais pas, Simon Phare ou Faré, je sais pas exactement, Oui, Simon, mais ouais. du coup, qui a mis aussi un petit message, c'est super ambiance, très heureux de vous avoir rejoint et de découvrir le Strongman en handisport. Donc justement, je sais que c'est quelque chose que tu voudrais développer. Donc, est-ce que tu peux nous en parler justement? Euh, qu'est-ce que tu souhaites développer justement? Donc, parle-nous-en un petit peu. Alors, depuis le tout début du projet de la ferme du Strong, je voulais développer le Disable Strongman. C'est le Mhm. Strongman handisport. Mais j'avais plusieurs problématiques. Déjà, j'y connais rien au sport handisport. Ouais. Euh, et je voulais avoir une personne avec moi, euh, de préférence sujet à ce sport, et je ne trouvais pas. Et par chance, je suis allé faire un salon du fitness à Nevers, et là je rencontre Simon, numéro 1 mondial en CrossFit handisport. Euh, et par chance, il a fallu que j'aille à Nevers pour rencontrer un handisport à Chalon. Il habite Chalon. Du coup, on se donne rendez-vous à la salle. Lui, il voulait tester le strong. Il a fait un essai. Il trouve ça super. Et du coup, avec Simon, on va organiser des événements et des compétitions Disable Strongman. L'objectif, c'est d'avoir une catégorie handisport sur les futures compétitions de la ferme du Strong pour qualifier des athlètes aux championnats d'Europe et championnats du monde Disable Strongman. Donc là, on est en train de voir avec les différents organismes à l'international de Strongman handisport, donc qu'on appelle Disable Strongman, pour justement voir les épreuves, les catégories, les spécificités du Strongman handisport, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le Strongman classique. C'est très technique, ça demande du matériel différent, il y a des épreuves qui sont très spécifiques. Donc on est vraiment en train de se renseigner et de mettre ça sur pied. Et pourquoi pas, lors du King of Strongman, avoir une catégorie Disable Strongman. Ok. C'est dans les tuyaux. Parce que oui, bah justement, c'était ça ma question. C'était en gros, comment, par exemple, adapter certaines épreuves à un public handicapé, dans le sens où, bah forcément, il y a des mouvements qui vont être compliqués. Par exemple, si la personne va avoir un handicap au niveau des jambes ou au niveau des bras, bah ça va pas être la même chose au niveau des mouvements. Donc, comment justement on peut adapter ça en compétition? C'est sûr que si tu es en fauteuil, le yoke, ça va être compliqué. Ouais, voilà, ouais, bien Voilà, sûr. par exemple. Mais du coup, il y a quand même certaines épreuves, comme les stones, qui sont adaptables, avec un système de Mhm. plateau sur le fauteuil, ou avec un système de sangle pour les personnes qui auraient un bras en moins ou un bras non valide. Ok. Le deadlift se fait en ce qu'on appelle seated deadlift, donc assis sur un banc et on va lever la barre. Il y a plein de choses adaptables, mais il faut adapter. Voilà, c'est ça la grosse particularité.
Donc c'est là où c'est quand même assez compliqué. Par exemple l'axe, le log, etc. Donc il y a forcément un peu moins d'épreuves. Mais tout ça c'est codifié, donc je suis en train de récupérer toutes les informations. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%. Mais Ok. petit à petit, voilà, on apprend et je suis en contact avec des athlètes handi internationaux qui m'expliquent comment ça les réglementations, le matériel qui est différent. Ah, attends, tu bugs. Ah. Ah, attends, je sais pas si tu m'entends. Et là, je t'entends pas du tout. Je pense que tu passes sous un tunnel. Ah, j'entends le Ouais, bruit de la désolé, ça a voiture. C'est coupé. bon, t'es Ouais, revenu. ouais, ouais. Il y a un passage Pas de là où souci. ça capte pas. Donc petit à petit, on est en train de mettre ça sur pied et je pense que d'ici quelques semaines, au plus tard un mois ou deux, on fera l'annonce vraiment définitive et on expliquera voilà comment ça va se passer. C'est assez lourd comme projet, mais je Ouais, bah, pense oui. que pour l'image du strongman français, ce sera très très bien. Ouais, tout à fait. Ah, c'est clair. Bah, je sais pas si ça existe dans d'autres pays. Est-ce que ça existe ailleurs? Ouais. Ouais, C'est d'accord. la Grande-Bretagne pour l'instant qui organise tous les ans les championnats du monde. C'est surtout eux qui ont mis ça en place. Après, les principaux acteurs du strongman à l'international, en tout cas en Europe, c'est la Grande-Bretagne. Donc c'est là où il faut avoir des contacts. Et du coup, moi, grâce au réseau que j'ai pu me faire ces derniers temps, j'ai pu être mis en contact avec les personnes qu'il fallait. Ouais. Ok. Bah, rappelle un petit peu aux gens d'ailleurs les différentes compétitions que tu as fait, alors que ça soit en body et en strong, pour que les gens voient un petit peu aussi bah, le niveau que tu as et ton passé sportif. Alors, en body, rapidement, j'ai fait beaucoup de compétitions en France. J'ai fait championnat du monde aussi. J'ai fait Prague et Olympia amateur. Ouais. En strong, j'ai commencé donc à la FFHF. Ensuite, j'ai fait une compétition en Italie, Maxima, où j'ai fait troisième à l'axe. Après, j'ai fait la FFS officielle aussi, où j'ai fait troisième au championnat de France en moins de 90. Je suis allé faire les championnats du monde OSG l'an dernier, où j'ai fait 36e sur 40. Et voilà. J'ai gagné les French Static Monster aussi en moins de 80. Jusqu'à il n'y a pas longtemps aussi, le souci c'est qu'en France, j'avais pas ma catégorie. Moi, je suis en moins de 80 kilos. Et en France, il n'y avait que les moins de 90. Donc, du coup, c'était assez compliqué pour moi de rivaliser avec des gars qui faisaient 10 kilos de plus. Donc, là, depuis maintenant, la FF Strong, elle est moins de 80. La FFS officielle, elle est moins de 80. Donc, du coup, je vais pouvoir concourir dans ma catégorie. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, après, nous, la ferme du Strong, on organise des compétitions à thème. L'objectif, c'est pas de concurrencer les fédérations. C'est pas du tout l'objectif. On n'est pas une fédération. On sera Ah, jamais une attends, je fédération. t'entends plus. Donc nous, on fait des compétitions à thème, King of Deadlift, King of Press. On va aussi organiser King of Squat et King of Stone. Les vainqueurs de ces catégories, de ces championnats, de ces compétitions-là, seront qualifiés pour le King of Strongman. Et donc la ferme du Strong a reçu l'accréditation des Official Strongman Games. Et donc le King of Strongman sera un OSG qualifieur pour se qualifier Hum. directement aux championnats du monde qui se dérouleront donc cette année, début décembre, aux États-Unis. Ouais. Pour que les gens se rendent compte, les OSG, Les championnats du monde. c'est juste, voilà, le championnat du monde. Hein, faut le dire clairement. C'est tout Alors, en haut. les championnats du monde euh, pour les catégories, ce qu'on appelle welter. C'est-à-dire, parce que Hum. si on ne précise pas, tu sais, on a des personnes qui vont être tatillons. Donc, les catégories welter, c'est quoi? C'est les catégories de poids moins de 105, moins de 90, moins de 80, et les catégories féminines open
moins de 82, moins de 73 et moins de 64 kilos. Et aussi les catégories Master chez les hommes 1 et Master 2 et chez les femmes Master. Pour la catégorie Open, les OSG, c'est le chemin le plus rapide pour aller faire Giant Live et World Strongest Man. Donc, vous êtes un athlète Open, vous voulez, votre rêve c'est de faire les World Strongest Man Pro, vous gagnez OSG, même pas, vous faites top 3 maintenant, vous allez directement au World Strongest Man. Donc, imaginons que vous êtes en France, vous voulez, votre rêve c'est de faire les World Strongest Man, c'est pas compliqué. Vous faites King of Strongman, vous allez aux OSG, vous faites top 3 aux OSG, vous allez au World Strongest Man. C'est incroyable, aussi simple que ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal OSG. Après, il y a d'autres championnats du monde qui existent, parce que si on ne le précise pas, on va nous faire la remarque. Il y a les World Ultimate Strongman qui ont été organisés l'an dernier au FITEX à Paris, qui est aussi un autre championnat du monde. Il y a aussi donc la SCL, Strongman Champions League pour les Open, qui offre aussi un titre de champion du monde. Il y a aussi la possibilité, donc maintenant avec la Pro Strongman League, de gagner un titre de champion du monde comme Ben a fait, parce que Clash, qui était avant le circuit pro pour les catégories Walter, a changé de nom. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en gros maintenant c'est devenu Pro Strongman League, qui est l'équivalent de Clash, le nouveau Clash, qui vous permettra aussi d'avoir un titre de champion du monde. Mais l'avantage des OSG, c'est que c'est extrêmement réputé. Chez les femmes, le véritable titre de championne du monde, c'est OSG qui le donne. En tout cas, le plus prestigieux, c'est OSG qui le donne. Et pour les catégories Welter, quand on dit qu'on est champion du monde, c'est sous-entendu champion du monde OSG. Sinon, on précise champion du monde Ultimate ou champion du monde SCL. Voilà. Ok. Un petit peu. J'espère que j'ai été clair et que j'ai rien oublié. Bah non, ça m'a l'air très très clair. Mais justement, tu parlais du coup des femmes strongman. Et donc toi, du coup, Marine, ta femme, en gros, est aussi compétitrice en strong. Donc comment ça lui est venu justement? Est-ce que ça lui est venu, comme vous êtes rencontrés en compétition, est-ce que ça lui est venu d'une ancienne pratique de power, ou est-ce que ça lui est venu comme ça? Est-ce que ça a été sa première pratique, le strong? Alors, Marine, c'est pas parce que c'est ma femme, mais elle est assez incroyable. Dans le sens où elle avait jamais fait de sport de toute sa vie. Elle s'inscrit à une box de CrossFit. 2 mois après, elle fait sa première compète de strong. 1 an après, elle est la première française de tous les temps à participer aux OSG. Marine n'a jamais fait de sport de sa vie. La première fois qu'elle fait du soulevé de terre, elle lève 130. Ouais. Elle avait 3 mois de sport. Là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, elle a fait 410 kilos au décroché du hoc. Voilà. Donc, avec très peu de pratique, très peu de temps, elle a des fois, il y a on dit des fois que on est fort. Marine, elle est forte de base, quoi qu'il arrive. Avec beaucoup de travail, oui, et beaucoup et du temps, elle pourra devenir extrêmement forte. Mais vraiment très, 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 très forte. Quand on était aux OSG, elle a rencontré Annabelle Chapman, qui l'a pris sous son aile pendant tout le week-end. Annabelle Chapman, elle a fait 3e aux OSG en 2019 ou 2020. Elle a gagné les World Ultimate Strongman. C'est une athlète de très, très, très haut niveau et elle est dans le top 10 mondial, voire même top 5 mondial chez les femmes en Open. Elle a le record du monde à l'Axe d'Apollon, par exemple, à 131 ou 135 kilos pour une femme. C'est voilà. Et elle a repéré Marine et elle s'échange encore des messages très régulièrement et voilà. Et puis Marine n'a pas de coach, elle s'entraîne toute seule.
Je lui donne quelques indications, mais c'est pas moi qui la prépare. Elle se fait ses entraînements toute seule, elle s'entraîne toute seule. Voilà. Et donc là, elle a une dumbbell à 50 kilos à l'entraînement. Elle a déjà fait plus de 90 kilos au log à l'entraînement. Voilà, et quand Marine va s'entraîner, c'est juste pour s'amuser. Ah, bien sûr. Elle n'a pas un programme d'entraînement spécifique. Elle y va, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça. Donc le jour où elle va vraiment prendre un préparateur, cadrer le truc, organiser le truc, ça va faire mal. Ça Et fait très très mal. on va la mettre dans la description, on va mettre son Instagram parce que justement que les gens voient un petit peu. Parce que comme tu l'as dit, c'est la première Française à avoir participé au SG. Donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà incroyable. Comme tu dis, en plus, avec très peu de pratique derrière, donc c'est-à-dire très peu de pratique dans le temps, parce que les entraînements, je pense qu'elle en fait beaucoup, mais Ah, dans le temps, pas entre tant guillemets, que ça en plus. ouais, bah oui, en plus avec la ferme et tout, elle a peut-être pas Pas énormément de tant que temps non ça, plus. mais il y a des semaines où elle s'entraîne pas, et au Hum, maximum elle s'entraîne, elle fait maxi 3 entraînements par semaine, mais elle est plus hum. sur un ou deux par semaine. Donc avec peu Ouais. d'entraînement et peu de temps, là tu vois, elle est à 110 kilos au farmer, elle est à. Enfin, c'est fou. Elle a déjà fait 20 mètres avec 280 kilos au yoke. Ouais, donc c'est C'est que des les gens se perfs qui rendent sont compte, énormes. c'est des pertes qui sont énormes, carrément. Ouais. C'est des Donc, très très bonnes pertes. donc oui, le jour où elle pourra vraiment se mettre à 100% et à s'entraîner à fond et vraiment pouvoir avoir un entraînement pro, je suis sûr qu'elle passera pro. Ça, c'est sûr et certain. Il Donc, n'y a pas de raison, non, c'est et clair. puis, pareil, aux OSG, elle s'est qualifiée, elle y est allée et elle avait 28 sur 40. Ouais. Donc, elle n'a pas fait dernière non plus. Hum, hum. Voilà, donc moi je suis vraiment, encore une fois, c'est parce que c'est ma chérie, mais si on est objectif, c'est fou. C'est juste fou, Ah quoi. bah oui, bien sûr. Il y a de quoi être fier, c'est clair. C'est clair. Autant pour elle Donc, que pour toi, il y a de quoi être fier, c'est clair. ouais, et puis en plus, on fait ça, c'est une passion commune, mais on fait ça vraiment parce qu'on aime ça, on est Ouais, passionné. Bon, si en plus derrière il y a des résultats, voilà. Moi, je sais que je serai jamais le meilleur. Bon, déjà parce qu'il y a Ben, voilà. c'est compliqué du coup. C'est compliqué, hein. Quand le Là, gars c'est, te tape 14 reps à 250 au soulevé de terre avec un axe de 4 mètres, parce qu'au championnat du monde, on avait c'est, des axes de 4 mètres. Si un jour vous avez la possibilité de faire du soulevé de terre avec un axe de 4 mètres, vous comprendrez que la difficulté, elle est fois 10. Faire une rep avec un axe de 4 mètres, si tu décales ta main d'1 centimètre, bah tu prends ouais, tout le ouais, bien sûr. dévers sur le côté, tu lèves pas la barre. C'est Hum, hum, violent. hum. Et le mec fait 14 reps. C'est une machine. C'est vraiment une machine. Euh, donc voilà. Mais par contre, j'ai la envie d'aider le strong autant que je peux. Pas forcément pour moi, mais vraiment parce que je suis passionné par ce sport Ouais, et que je veux vraiment me dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ma passion, pour mon sport, pour développer le strong en France, faire connaître ma passion au plus grand nombre et comment je peux contribuer à faire en sorte que la France devienne une nation puissante dans le strong. ouais, Parce qu'il n'y a pas de raison que la France ne brille pas un jour. Il n'y a pas de raison qu'un jour on ait 10 Aurélien Lejeune en France. hum, hum, Pourquoi hum. d'autres nations le font? Tout simplement parce que le sport est plus connu. Donc si le sport est plus connu, bah forcément il y a plus de gens qui le pratiquent. Et donc si demain on a 10 000 pratiquants, bah ouais, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une trentaine d'athlètes de très 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 haut niveau. Si aujourd'hui la France au foot est une des plus grandes nations du foot, c'est parce que le sport est ultra populaire. Et donc on a des millions de gamins qui participent. Et donc forcément, bah, tu as plus de chances de trouver des pépites. Et nous, bah, Ouais, tout en à fait. fait, c'est pareil. Pourquoi dans 10 ans, on n'aurait pas 10 Ben? Hum, hum. Mais pour ça, il faut populariser notre sport, le montrer qu'il est Ouais. accessible à tout le monde, qu'on peut le pratiquer en loisir. Hum, hum. Et du coup, on va réussir à trouver des pépites. Il n'y a pas de raison, Bah là, on n'y arrive pas. le- on va dire que le problème vraiment spécifique du strong, le plus gros problème du strong,
ça va être qu'il faut vraiment du matos particulier pour pouvoir vraiment évoluer dessus. Et ça, les salles de sport en France, c'est encore assez. Nous, en France, on est toujours en retard, faut le dire quand même. Et on est en retard notamment sur les salles de sport où on est encore dans une optique de salle fitness. Donc, Ouais. c'est-à-dire les salles fitness où on va avoir des belles machines, on va avoir vraiment des belles machines cardio, des belles machines guidées, etc. Mais trouver des salles déjà avec du matos en charge libre, du matos de qualité, c'est compliqué. Ou alors ça va être du matos très classique, avec des barres qui vont plier, rien que sur des barres au-dessus de 200, les barres vont pas tenir. Enfin voilà, on va avoir des salles de sport un petit peu comme ça, mais on va pas avoir par exemple, une salle de strong en France, comme on disait, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Il y en a à 100% strong, sans vouloir, je pense qu'on est la seule. Ouais. Mais des salles qui commencent à intégrer du strong, Oui, je pense qu'on en a de plus en plus. Après, en fait, tout est lié. Comme le sport n'est pas connu, il y a une raison économique. Pourquoi mais oui. en fait, les salles de sport investiraient dans du matériel en sachant que ce sera absolument pas rentable. C'est ça Bah c'est aussi ça. Attends, 2 secondes, je regarde si j'ai fermé mon portail. Hop, c'est bon. Tu vas pas investir, parce qu'en fait, une salle de sport, c'est de l'argent. Ah oui, bien Comme sûr. tu dis, le matériel coûte cher. Donc, le souci, c'est que si tu investis dans du matériel qui coûte très cher, mais que ça ne te rapporte pas 20-30 adhérents, tu es déficitaire. Mm. Donc, pour qu'on ait un jour plein de salles de strong, ou en tout cas un peu plus, bah, il faut qu'on ait plus de pratiquants. Pour que les salles de sport se disent, OK, je vais investir dans du matériel, mais il y a un potentiel à ce que ça me ramène du monde dans ma salle. Ouais, tout à fait. Euh, et du coup, on va forcément passer par une étape où bah, les gars qui veulent faire du strong vont galérer, vont devoir investir du matériel pour chez eux, mais c'est en faisant ça que petit à petit, on fera connaître notre sport et qu'un jour, les salles se diront, bah, ouais, c'est intéressant économiquement d'acheter du matos. Mais il y aura cette phase de transition où, ouais, c'est galère. Je ne vais pas te mentir, nous, pour s'équiper, Ah oui, oui. pour notre club, euh, bah, Ah, ça m'étonne pas. heureusement que j'aime le riz. Hein. Ouais, bah, c'est clair, bah, c'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, trouver du matos de qualité, le prix du matos, en plus. C'est Et puis, comme tu dis, si les salles de sport, elles sont frileuses, parce que si c'est pour qu'il y ait trois mecs qui utilisent ce matos-là, c'est. pas possible. Moi, tu vois, par exemple, quand je sors un log en salle de sport, les gens me regardent, ils se disent, c'est quoi ça, tu vois? Enfin, voilà, alors les gens sont curieux au début, ils viennent regarder, ils font, oui, c'est quoi, ça sert à quoi? Puis la question à chaque fois, c'est, ça muscle quoi? Alors, Oui, mais tu parce leur que expliques. on a aussi un gros souci aujourd'hui, c'est que pour la grande majorité des gens, la muscu, c'est du body. Eh oui, Parce que comme en fait, on a une énorme communauté d'influenceurs français qui viennent pour la plupart du body, du fitness, bah, ils ne parlent en fait que de bah, quand tu fais ce mouvement-là, ça travaille tel muscle. Quand tu fais ce mouvement-là, ça va c'est travailler ça, tel muscle. Mais on a très exactement. peu d'influenceurs qui aujourd'hui vont dire voilà, la musculation, c'est pas que travailler le biceps, les quadris, le dos, etc. Eh C'est oui, aussi travailler ta condition physique, c'est aussi travailler ton cardio, c'est aussi etc. Mais ça, encore une fois, il faut des gens qui en parlent, qui expliquent que la musculation, c'est euh, autre chose. Et on commence tout à à avoir fait. 2-3 influenceurs powerlifting bah, qui ont une approche différente, etc. Mm. Mais de toute façon, tu vois, là, encore pas plus tard que tout à l'heure, je regardais une vidéo où je vois un mec qui commence à parler de deload. Je dis, ah cool, putain, on parle de deload, intéressant. Bah non, c'était encore une fois du deload dans l'objectif de prendre de la masse musculaire. Ouais, bien sûr. Tu vois, où il expliquait que oui, bah, si tu te reposes, tu reposes aussi ton système nerveux, donc du coup, tu Ouais, dors mieux, donc du coup, tes muscles vont grossir plus vite. Mais il n'y a pas cette approche de on va faire un deload pour reposer le système nerveux, pour préparer un nouveau bloc, pour ouais, augmenter tout tes à fait. performances, etc. On est Mm. encore très ancré, comme tu dis, fitness, groupe musculaire, Carrément. faire grossir tes muscles. Et si tu fais de la muscu pour autre chose que faire grossir tes muscles, bah t'es bizarre. C'est ça.
Et notamment, alors toi, je sais pas si t'as eu cette réflexion-là de la part des gens, mais comme de base, tu viens du body, et donc forcément, quand tu fais du strong, bah, tu vas être moins sec, parce que comme tu l'as dit, le but c'est pas d'arriver strié, le but c'est d'arriver performant, donc forcément, tu vas être moins sec, tu peux être potentiellement moins massif, peut-être moins rond en tout cas, mais en tout cas moins massif, non pas forcément, comme ça reste des mouvements qui sont très complets, etc. Mais moins rond, moins tracé, etc. Par exemple, tu vois, un gars comme Tengo, euh, ce qu'il va avoir comme commentaire constamment sur ses vidéos, c'est t'es pas sec, fais une sèche, fais ceci. Parce que les gens ne comprennent pas Ouais, en fait le but, c'est-à-dire mais de la pratique du strong, où il faut être fort, mais le physique entre guillemets, bah, c'est secondaire. Forcément que tu vas être un gros bloc, un gros massif quand tu fais du strong, parce que tu en as besoin déjà pour te protéger articulairement, etc. C'est logique que ça soit même en moins de 80 ou quoi, tu regardes, ils ont tous des gros trapèzes, des grosses lombaires. Enfin voilà, tu vois, ils sont ouais. tous costauds, ils sont tous solides quand même. Il y a personne en moins de 80 qui est hyper chétif. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Toi, je sais pas si tu en as déjà vu en compète. Alors, ouais, ouais, à très haut niveau, bah, on a tous les abdos, hein, parce que Oui, forcément, bah, on a de la masse, puisqu'on s'entraîne énormément. Et puis, bah, faut qu'on arrive à la peser. Donc, forcément, on dégraisse un peu. Mais oui, on sera toujours moins sec qu'un body. Mais on en vient bien sûr. exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que dans la tête des Français, et de la majorité des Français, la pratique de la musculation, c'est pour avoir une taille fine, pour avoir des abdos, pour être strié, C'est pour avoir ça. de la veine sur le bibi, etc. Donc, voir quelqu'un qui fait de la musculation avec un objectif qui n'est pas esthétique, qui est dans la performance, c'est tellement récent et c'est tellement une niche dans une niche dans une niche que en fait les mecs ils comprennent pas pourquoi on pourrait faire de la muscu et soulever des haltères et en avoir rien à branler d'avoir des abdos. Moi Mais c'est toute ça. l'année j'ai pas d'abdos. Et Euh, tu t'en fous. d'ailleurs, Marine, quand on était aux États-Unis pour les OSG, m'a dit putain, c'est la première fois que je vois tes abdos. Mais c'est vrai, parce que j'ai pas d'abdos en fait. J'ai vu mes abdos pendant 10 ans. Je m'en bats les reins maintenant d'avoir des abdos. Euh, mais mais c'est après, on peut pas en vouloir non plus. Ça fait 15-20 ans que sur les réseaux, les influenceurs, c'est que des influenceurs body Que du fitness body. C'est ça. et qui ne parle que de musculation Sèche, prise de sèche, masse. prise de masse, etc. Donc, c'est normal en fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas qu'on peut faire de la musculation autrement. Ils n'en ont jamais entendu parler. C'est Ah, tout logique. à fait. C'est à nous en fait de les éduquer. Alors, quand je dis éduquer, attention, c'est pas méchant, mais Non, non, éduquer c'est la compréhensible. population pour leur dire qu'il y a une autre approche possible de la musculation et que, comme dit mon coach, euh, si tu vois tes abdos, c'est que t'es pas fort, c'est que tu manges pas assez. Celle-là, elle est classique. Elle est classique, celle-là. Mais, euh, mais même un truc, tu vois, que les gens ne se rendent pas compte, c'est que par exemple, tu vois, quelqu'un qui va avoir du ventre, on va prendre l'exemple, bah, on va prendre genre l'exemple d'Aurélien ou l'exemple de Tengo, tu vois, qui ont du ventre. Euh, Par exemple, tu leur mets un yoke à 500 kilos sur le dos, ça bouge pas. Tu vois, le yoke, il est là, Ah bah, il bouge ça, pas et tu peux avancer avec et t'es gainé, etc. Tu prends un body qui n'a jamais fait ce genre d'exercice, qui va avoir une sangle abdominale hyper visible, etc., qui va être hyper tracée. Tu lui mets un yoke à 300 kilos sur le dos, je suis pas sûr qu'il va le tenir, tu vois. ah ben Et c'est impossible. Mais en même temps, ils s'entraînent mais pas c'est pour ça. ça. Mais exactement, il s'entraîne pas pour ça. Et c'est ça, c'est exactement là où je veux en venir, c'est que le gars ne s'entraîne pas pour ça. C'est deux sports qui sont totalement différents. Et en fait, c'est comme si que, on va reprendre l'exemple du sport de combat parce que c'est plus parlant pour les gens. Mais si tu mets encore une fois un boxeur et un lutteur, les deux font du sport de combat, mais ça n'est pas le même sport de combat. Donc ils vont pas être performants sur la même chose. Si tu mets un power avec un culturiste, si tu mets un haltérophile avec un strongman, si tu mets quelqu'un qui fait de la Zumba avec, je sais pas, quelqu'un qui fait du CrossFit, ça n'a rien à voir. Et pourtant, chacun fait un travail qui va solliciter ses muscles, tu vois, quelque part. Tout à Mais fait. ça n'a rien à voir. Ça n'a littéralement rien à voir. Mais c'est toujours le problème quand tu as une discipline qui est nouvelle et qui n'est pas comprise.
Les gens veulent absolument faire des raccourcis. Le Mais oui, cerveau humain aime pas le vide. Donc quand tu comprends pas quelque chose, bah, en fait, tu fais forcément le rapprochement avec autre chose. Et c'est donc, ça. bah, comme le strong, en fait, on lève des poids, bah, en fait, les gens ne comprennent pas qu'on lève des poids pour autre chose que avoir des abdos. Donc, c'est pas parce qu'on utilise les mêmes outils qu'on fait la même chose. Ouais. Mais ça prend du temps, en fait. Il faut être pédagogue, il faut en parler, il faut expliquer. Et bah, espérons qu'un jour, on arrivera à pouvoir parler de notre sport et qu'il soit compris par le plus grand nombre. Mais ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On a Jimmy qui nous dit être strongman, faire de la force, c'est bien plus compliqué que du body, donc forcément il y a moins de monde. Alors ça, je suis pas totalement Alors, d'accord parce que justement, tu vois, alors, sur le côté alimentaire, tu vas pouvoir mieux nous en parler que moi, ouais. mais sur le point de vue alimentaire, par exemple, c'est 10 fois plus dur d'être un body que d'être un strongman ou un power. Et même les entraînements, etc., quand tu es en sèche, tout ça, c'est extrêmement dur. Mais c'est juste, quand tu dis c'est plus simple, en gros, de faire du body, oui, c'est plus simple dans le sens où on a les infrastructures pour. Donc forcément, Oui, c'est plus simple là-dessus. Mais sur tout le reste, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. sur l'aspect 100% de la discipline, il n'y a pas une discipline qui est plus difficile ou plus C'est facile ça. qu'une autre. Euh, En tout cas, pour avoir pratiqué le body au niveau mondial et le strong au niveau mondial, à niveau équivalent, il n'y a pas un sport qui est plus facile que l'autre. Hum, hum, hum. Ça demande autant d'implication. Honnêtement, monter sur scène à 3%, je ne sais pas si je le referai un jour. Honnêtement. Ouais, bien sûr, ça m'étonne pas. Ça m'étonne Et pas. même sur l'aspect sport, c'est pas plus facile. Il n'y a pas une Hum, hum. discipline qui est plus facile que l'autre parce que être capable de s'envoyer. Quand j'ai préparé Olympia Amateur, je faisais 3 séances par jour. Ouais, Je me levais le matin, bah oui. je prenais un repas, j'allais m'entraîner 2 heures, je rentrais, je refaisais une collation, une sieste, collation, j'allais faire mon cardio, 2 heures, je rentrais, collation, sieste, collation, entraînement encore de 2 heures, repas Hum, et hum. j'allais me coucher. Voilà. Euh, avoir, c'est hyper technique de savoir lever les haltères comme il faut pour avoir un Ouais, bien sûr. recrutement musculaire à 100%, éclater toutes les fibres de ton groupe musculaire. Euh, si c'était facile, on aurait des Mister Olympia à tous les coins de rue. Ah, Et, c'est sûr, c'est clair. et qu'on ne parle pas de dopage, à ce niveau-là, tout le monde prend la même chose. Bien sûr. Okay, donc à ce niveau-là, ils sont tous sur le même pied d'égalité, puisqu'ils prennent tous la même chose. Donc ce qui fait la différence, c'est ton La sport diète. et la diète. Vu qu'ils Hum, prennent hum. tous la même chose, on remet les cartes, en Ah fait. oui, bien sûr. Donc du coup, c'est C'est pareil. logique. Euh, donc en fait, c'est extrêmement technique de savoir recruter et isoler totalement ton muscle pour solliciter uniquement le muscle que tu veux solliciter, de la manière dont tu veux le solliciter pour Hum, hum, développer hum. un aspect physique exactement comme tu veux. Solliciter ton muscle pour qu'il soit volumineux, c'est pas la même chose que solliciter ton muscle pour qu'il soit dense, pour qu'il soit Ah, tout à fait. découpé, pour qu'il soit strié. Ce sont des techniques de musculation et de sollicitation et de contraction qui sont totalement différentes. Si je veux avoir de la densité, je ne vais pas utiliser les mêmes techniques que si je veux qu'il grossisse. Ça n'a Hum, absolument hum, hum. rien à voir. Euh, on va utiliser des techniques comme le statodynamique, qui est une technique qu'on utilise aussi en force, mais pas dans le même Ouais, bien objectif sûr. qu'on est en body. On va utiliser de l'isométrie, on va utiliser plein de choses. La pré-fatigue, la post-fatigue, la Hum, congestion hum. lente, la congestion rapide, tout ça, ce sont des techniques qu'on utilise en bodybuilding et qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. Et ensuite, l'entraînement en power ou en force ou en strong, ça demande encore une fois d'autres connaissances, d'autres techniques qui sont extrêmement complexes si on veut vraiment les utiliser à 100%. Donc, je ne dirais pas que c'est plus facile. Euh, je dirais que là où, par contre, ça peut être plus facile, c'est que c'est moins restrictif au niveau alimentaire. Ouais, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger n'importe quoi. Hum. Mettre du mauvais Non. carburant dans l'organisme, tu ne seras jamais fort. Si tu manges de la merde Ouais. toute l'année, tu vas être gros, mais tu ne vas pas être fort. Et il faut Il y a faire une. aussi je te coupe en 30 secondes, mais c'est juste aussi, comme tu dis, le mauvais carburant, mais il y a aussi le côté inflammatoire aussi que tu peux avoir sur tes tendons.
Ça, avec la mauvaise bouffe, ça, les gens l'oublient énormément. Ils pensent juste que quand ils mangent un McDo, c'est juste de la mauvaise bouffe, du mauvais carburant. Mais non, derrière, il y a tout l'aspect hyper Ouais, inflammatoire que tu vas avoir sur tes tendons, etc. Et quand tu fais de la force, tu peux pas te permettre de te choper une tendinite pendant 6 mois. ouais, bah oui. Même quand tu fais du body, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Même quand tu fais du body, si t'as une tendinite N'importe quel bicipitale ou sport. quoi. Mais bien sûr, tu peux pas te permettre, tu vois, c'est pas Ouais. possible. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai coaché au niveau de l'alimentation un Hobbit qui habite par chez toi, je pense. Pas très Et loin. Ouais. justement, l'un des premiers retours qu'il m'a fait, c'est depuis que je mange ce que tu me demandes de manger, je suis plus fort, j'ai perdu du poids et je me Ben sens en oui, meilleure santé. Je dors mieux, je bien suis moins sûr. fatigué, etc. Donc en fait, l'alimentation en strong, je pense qu'il y a un gros souci en France, enfin en France, c'est en train de changer, mais je pense qu'il y a encore pas longtemps, beaucoup de personnes qui faisaient du strong pensaient que manger beaucoup les rendrait forts. C'est Non, c'est ça. manger bien, dans des bonnes quantités, pour avoir suffisamment d'énergie à tes séances. Et Mhm. comme tu dois être tout le temps en hypercalories, oui, tu prends un peu de ventre et tu fais un peu de gras. Mais Oui, c'est pas le logique. gras qui te rend fort, c'est parce que tu Non. manges correctement pour ta pratique que du coup Mhm. tu deviens un petit peu plus gras. Et on le voit bien, aujourd'hui ça a énormément changé, même à très haut niveau. La plupart des athlètes à très haut niveau, quand on voit des Novikov, quand on voit euh, enfin, tous les mecs du haut niveau aujourd'hui, sont très loin d'avoir, ils ont un peu de ventre, mais ils sont très loin des physiques des années 90-2000, où ils étaient Ben à oui, moitié obèses, mais parce que aussi la pratique du strong a changé. Maintenant, on te demande de courir, on te demande de faire d'autres choses. c'est ça. Dans les années 90-2000, c'était beaucoup d'épreuves Très statiques. statique. Ouais, Donc, complètement. ça bougeait beaucoup moins. Courir avec un yoke, puis enchaîner avec un sandbag, puis enchaîner avec des haltères, puis enchaîner avec je sais pas quoi, euh, à 200 kilos avec 50 Ah kilos oui, de oui, body oui, bien fat, sûr. 50 kilos de gras dans le vide, tu le fais pas. Donc, Mhm. il faut aussi adapter le physique et la condition physique et l'alimentation à la pratique. Et Ouais. aujourd'hui, le niveau est tellement en train d'exploser que quand on voit que Ben fait 160 kilos à l'axe, le niveau a explosé. 160 kilos à l'axe, c'était le record du monde, moins de 90, il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Donc en 5 ans, le record du monde est descendu de catégorie. Euh, c'est voilà. Donc le niveau est tellement en train d'exploser aujourd'hui que tu es obligé de prendre en compte absolument tous les paramètres. L'entraînement, la diète, les compléments Ah oui, alimentaires, c'est clair. la récupération. J'avais fait une vidéo interview avec Ben où il expliquait qu'il passait 2 fois plus de temps à la récupération qu'à l'entraînement. Ouais. Alors que le mec s'entraîne 4 heures. Mhm. Mais il fait 2 heures de pistolet de massage, 2 heures d'électrode, puis il fait des bains glacés, puis il fait de la cryo, puis il fait des Ah massages, oui, ça m'étonne etc. pas. Donc aujourd'hui, pour performer à très 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 haut niveau, tu es obligé en fait, tu peux plus t'amuser à manger des pizzas, des kebabs, Ah, bien sûr. tu n'y arriveras pas. Il faut être réaliste. Si tu t'y connais pas en nutrition, contacte Mhm. quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, tes rêves de faire de l'international, tu les Ah, oublies. bien sûr, c'est mort. C'est clair. C'est clair. Et oui, c'est vrai que, comme tu dis, hein, même au niveau des physiques, sur le strong actuel, c'est vrai que ça se voit énormément, hein. On voit beaucoup Hein. plus, c'est plus tracé. On retourne, alors on n'est pas non plus à des physiques comme Pudzianowski. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. À chaque fois, je galère avec son nom. Mais là, lui, c'était le body Ouais. strongman, quoi. Lui, c'est l'exception qu'on ne reverra plus jamais. Exactement. Pudzianowski, il expliquait dans une interview il y a encore quelques mois que le gars n'a jamais tenu de diète. Alors, Mhm. oui, il y a le dopage, mais encore une fois, ils sont tous dopés pareil à Bien ce niveau-là. sûr. Donc, ce qui change, c'est la génétique. Ah, oui, Le complètement. mec prend la même chose que tous les autres, il bouffe des glaces après chaque entraînement, des coca, des burgers, des frites et tout, et le mec a des abdos de la taille d'une balle de ping-pong Mhm. toute l'année, alors qu'il a zéro diète. Ah, c'est clair. C'est la génétique qui fait ça, et, et voilà, c'est une exception. Mais on n'a jamais vu, et on ne reverra jamais, euh, un mec comme ça dans le strong. Il y avait à l'époque, comment il s'appelait, l'américain,
Derek Poundstone, je crois, un truc comme ça, qui était Je sais très pas. très beau physique aussi, mais il n'a jamais eu les abdos comme Pudzianowski. Ouais. Euh, Même à une époque, il y a encore quelques années, les frères Stoltzman essayaient, ils voulaient être les seuls frères strongman avec des abdos. Euh, Ils sont arrivés au plus haut niveau, Giant Live, le World Strongest Man, mais quand après, le petit frère, il a voulu passer un cran et devenir champion du monde, bah, il a augmenté les calories et maintenant il a du ventre. Ouais, mais c'est clair. Pas beaucoup, il reste athlétique pour un strong, mais il a dû oublier les abdos. Donc voilà, Mariusz Pudzianowski, c'est une exception. On ne peut pas prendre ça Mais comme une norme, c'est irréalisable aujourd'hui. non, c'est clair, mais même comme tu dis, si on revient au niveau des perfs, même si on prend Marius justement à l'époque avec ses perfs et on prend les perfs actuels Il des serait même pas au strongman championnat actuels, du monde. c'est exactement ça ce que j'allais dire. Le gars ne serait même pas au championnat du monde. C'est pour dire à quel point ça a explosé, quoi. Ouais. Ça a vraiment explosé, mais de façon significative, quoi. La première grosse accélération, ça a été la génération avec Big Z, Big Mm. Loz, voilà, où il y a même eu une compétition, je ne sais pas si, je sais plus quelle compétition, je crois que c'était lors d'un World Strongest Man, où ils ont fait un axe, et en fait, à 3 ou 4, à l'époque, il y avait Marc Félix aussi, euh, les, les trois athlètes se sont pris record du monde sur record du monde à chaque essai. Ouais. Mais ça a été aussi une période où il y a eu une approche beaucoup plus technique du sport. C'est là où on voit l'importance de la technique. Donc là, il y a eu un premier élan où du coup, il y a eu énormément de technique. Et après, ça a été Eddie Hall, Thor, voilà, où là, il y a eu un deuxième élan où les Ouais. perfs ont commencé à re-exploser et de façon exponentielle. Et on en arrive à des deadlifts à 500 kg, on en arrive à des Iron BB qui fait des logs à 230, Stockman qui fait des atlas à 300. C'est des Mm, choses mm. euh, mais à chaque fois, ça a été une génération où il y a eu de la rivalité, saine ou moins saine, ça chacun verra ce qu'il veut, mais où il y a eu une énorme approche technique, où il y a eu des grands techniciens comme Eddie Hall, bon, force de la nature aussi, hein, on peut pas les. Pour moi, c'est l'athlète le plus fort qui ait jamais eu, Eddie Hall. Mais il avait une approche ultra technique, et quand tu vois aussi l'importance qu'il a portée à la récupération, tu vois dans son sous-sol, le mec a Ouais. des chambres à UV, le mec a la cryothérapie chez lui, il a des bains moussants chez lui, il a rien laissé au hasard au niveau de la récupération. Ah, Donc on tout voit à que c'est un gars fait. qui a eu une approche ultra technique sur tous les aspects de la préparation physique, la technique à l'entraînement, la nutrition, mais aussi la récupération. Mm, mm, mm. La chose qu'oublie pas mal de sportifs d'ailleurs. Euh, le moment où ton corps progresse, c'est pas à l'entraînement, c'est Mm, à la mm. récupération. Si tu négliges la récupération, tu auras beau t'entraîner comme un fou, tu ne progresseras jamais. Ah, puis ça, que ça soit justement en body, en strongman, en power, c'est pareil, hein. Ça Ouais. change rien. C'est vraiment la récup, c'est Ton clair. corps ne peut pas créer une phase de récupération s'il est dans une phase de stress. C'est impossible. Et l'entraînement, Mm. tu le stresses. Suite à ce stress-là, tu as une phase de récupération. Et une fois que la phase de récupération est finie, tu as une phase de surcompensation. Ouais, Mais tout à fait. plus ta phase de récupération sera longue, plus ta phase de surcompensation sera courte. Voilà. Et ça, c'est une tranche qui est incompressible. Mm, mm, Tu mm. as 24-48 heures pour ces deux parties-là. Mais si tu mets 36 heures à récupérer, tu as 12 heures de surcompensation. Et si Ouais. par contre tu es malin et que tu fais en sorte de récupérer le plus vite possible via l'alimentation et des techniques de récupération, et que du coup ta phase de récupération elle est que de 6 à 8 heures, bah, tu peux avoir potentiellement 40 heures de surcompensation. Donc d'où le fait que les plus grands athlètes de la planète accordent pratiquement plus d'importance à la récupération qu'à l'entraînement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, on a fait le tour de pas mal de choses. Ouais, on a abordé des sujets qui n'étaient Ouais, pas prévus, mais assez, c'était intéressant. c'est ça, assez large quand même. Ben, je pense qu'on va. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à dire en live? Euh, non, non. Je Eh ben, pense écoute, qu'on a tout vu.
Eh ben, je vais te poser une dernière question alors, on va se Ouais. quitter avec ça. C'est au niveau de tes projets perso en compète, du coup, qu'est-ce que toi tu prévois donc pour 2023-2024? Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, 2023, l'objectif, c'est le championnat de France dans les fédérations qui proposent la catégorie moins de 80 kilos.